Bonjour à toutes et à tous une nouvelle fois. Bienvenue à notre nouveau webinaire mensuel, donc Calliope, audit de surveillance. Eh bien, sans plus attendre, nous allons avancer. Alors, qui avons-nous? Comme d'habitude, en fait. C'est ça, Raphaël. Comme d'habitude. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour ce webinaire. Donc, moi, c'est Raphaël de Saméros, chargé de mission qualité à l'ISQ. Mes principales missions consistent à créer, surveiller et mettre à jour toutes nos procédures, nos modes de fonctionnement interne, je dirais, pour compléter les exigences du COFRAC, parce que nous aussi, comme j'aime bien le dire, nous sommes, tout comme vous, audités, on a des critères à respecter, ils viennent nous voir une fois tous les ans pour vérifier qu'on respecte bien ces exigences, et donc, si c'est pas bon, c'est à moi qu'on va taper sur les doigts. Et toi, Marc, qui es-tu? Donc, Marc Verger, toujours pareil. Donc, c'est celui qui tape sur les doigts de Raphaël si ça ne va pas. Non, blague mise à part. Donc, toujours auditeur et en charge des opérations et du développement à l'ISQ et ravi de vous retrouver. Donc, nous serons un petit peu contraints par le temps aujourd'hui. Donc, je pense qu'on arrêtera vers 12h50 au grand plus tard, puisque je dois courir gare de Lyon pour les Parisiens qui le situent bien, pour me rendre justement à Lyon, où ce soir, nous allons animer une de nos régionales, enfin, où je vais animer une de nos régionales. Alors, justement, régional. Et donc voilà, quelles sont les prochaines étapes après Bordeaux et Rennes? Eh bien oui, donc ce soir, nous serons à Lyon, près de Confluence, et jeudi soir, nous serons à Marseille, vers le Vieux-Port. Donc avec à peu près, je pense, entre 25 et 25 prestataires inscrits, certifiés par l'ISQ et pas que, d'ailleurs. Et c'est surtout un point important. On est déjà en train de travailler, bien évidemment, sur nos régionales, donc un point de rencontre en présentiel avec des certifiés, des auditeurs. Il y en aura une ce soir à Lyon, il y en aura 2 ou 3 à Marseille. Et les dates ne sont pas déterminées, mais par contre, les villes ont été pré-identifiées entre septembre et décembre. Lille, Nantes, Tours. Je sais que le Centre Val-de-Loire nous a fait des appels du pied. Toulouse, Strasbourg, Metz, Nancy. Et nous comptons bien quand même faire une régionale parisienne. Ce serait quand même dommage, alors que nous sommes basés à Paris, avec toujours 4 points clés. L'actualité, on parle de l'île de surveillance, surtout un temps de questions-réponses. Et ce qui est souvent très attendu, bien évidemment, un moment de networking entre tous les participants. Donc, voici les prochaines étapes. Alors, nous souhaitons avoir votre avis pour les prochaines thématiques de nos webinaires. Donc, nous allons donc lancer un sondage auquel nous vous invitons à répondre si vous le souhaitez, avec différentes propositions de thèmes pour les webinaires à venir. Et voilà. Donc, oui, c'est vrai qu'on va essayer de toujours le garder, bien sûr, le socle, les fondations basées sur l'audit de surveillance, mais mettre un petit peu une nouvelle dynamique avec des thématiques identifiées ou pré-identifiées, droit de la propriété intellectuelle, ERP, sécurité, assurance, RC Pro, RGPD et droit de la formation et droit de la consommation. Donc, on vous laisse revenir vers nous. Je lance le sondage qui courra jusqu'à la fin. Du webinaire. Bon, première partie d'actualité, qu'en est-il? Eh bien, en fait, je vais prendre la parole puisqu'on va être un petit peu contraint par le temps sur celle-ci. Dans notre veille, nous attelons bien sûr à essayer de vous apporter quelques informations. Ici, relativement intéressant lorsqu'on parle de RGPD, de données, bien évidemment, eh bien, un site peut-être à découvrir ou redécouvrir, cybermalveillance.gouv.fr, initiative du gouvernement depuis 2017. Alors, quelles sont les missions, Raphaël, de ce site? Alors, ce site a pour mission d'assister les usagers qui peuvent être victimes de cybermalveillance, de les informer sur les menaces numériques et les moyens de s'en protéger, et puis les diagnostics en ligne pour qualifier le problème. Donc, un site intéressant, vous avez ici le lien URL, bien évidemment, pour aller vous promener dessus. Nous savons, en tant qu'organisme de formation, que nous gérons beaucoup de données personnelles. Donc, ceci peut présenter certainement un intérêt non négligeable si tant est que vous ayez un DPO ou si vous n'avez pas de DPO également, bien évidemment. Et au niveau de mon compte formation, il me semble qu'un décret est sorti très récemment. Que dit-il, Marc?
Oui, oui, alors là aussi, il y a une petite actualité. On est sur la veille, hein, indicateur 23, peut-être même le 25 sur pour ce qui est de la technologie sur la slide précédente. Il y a un décret qui est sorti le 22 avril, qui a été publié au journal officiel le 26 avril, qui fait référence au CPF, compétences de chef d'entreprise uniquement. Le décret modifie un article qui existait. Donc, je pense que tous les organismes concernés par ce type d'évolution ont dû le noter. Vous avez ici 3 liens URL qui vous permettront d'avoir toutes les explications nécessaires. Il y a eu quelques modifications de vocabulaire. On nous dit bien que eh bien, aujourd'hui, les actions doivent être exclusivement liées à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise. Nous savons que beaucoup d'organismes de formation s'étaient rattachés à cette notion de chef d'entreprise pour faire passer des certifications et en tous les cas proposer des formations au CPF. Donc là, clairement, nous pouvons nous attendre à une réduction de l'offre au CPF. Donc ça, c'est pour votre veille légale et réglementaire. Indicateur 23. Alors, pour la suite, quelles informations transmet l'ISQ à la DGEFP? Alors là aussi, on a bien sûr repris l'ensemble des questions qui ont pu nous être posées lors des derniers webinaires. Il y avait 2 questions. La première question était à quel moment est-ce que nous transmettons les informations pour les nouveaux certifiés et ou les certifiés qui bénéficieraient d'une extension de site et ou de catégorie. Et également, on nous redemande très souvent qu'est-ce que l'on transmet à la DGEFP. Alors déjà, premier point, il s'agit d'une obligation légale. Ceci est régi par un article de loi, le 63-16-5. Nous avons une obligation en tant que certificateur de remonter des informations auprès du ministère. Que remontons-nous? Et c'est ça qui est important de bien garder à l'esprit. Le NDA, donc votre fameux numéro de déclaration d'activité, votre numéro sirène, les 4 catégories où nous devons préciser si vous êtes, oui ou non, certifié pour chacune de ces 4 catégories. Et nous remontons également les dates de début de certification. Donc, c'est la date qui figure sur votre certificat et la date de fin de certification qui, elle aussi, figure sur votre certificat. À partir de quand transmettons-nous la liste des nouveaux certifiés et ou les évolutions pour ceux qui bénéficieraient de l'audit d'extension de site ou de catégorie? La transmission a lieu tous les jours à 16 heures, y compris le week-end, même si nous n'avons pas de comité ni le samedi ni le dimanche. Et donc, si j'ai bien compris, l'ISQ ne transmet pas le nom qui apparaît sur la liste de la DGEFP. C'est vrai que l'ISQ ne transmet bien que les informations qui ont été précisées sur le slide précédent. Donc, le nom commercial est incrémenté en fait par le ministère. Je vous invite bien évidemment à retrouver cette liste en tapant sur Google ListOF et vous allez tomber sur le data.gouv. Elle est mise à jour normalement tous les jours également, bien évidemment, en sachant que le point clé, le point le plus important, c'est bien le NDA qu'il faut regarder. Et donc, le nom qui apparaît est celui qui est sur le BPF. En fait, voilà, c'est une des questions. Pourquoi est-ce que mon nom n'apparaît pas? Pourquoi est-ce que ce n'est pas mon enseigne commerciale? Eh bien, tout simplement, sachez que c'est la DGEFP qui va incrémenter dans la liste la dénomination de l'organisme, et c'est bien la dénomination qui figure sur votre BPF, au même titre que nous ne transmettons pas, nous, les adresses, et là aussi, c'est la DGEFP qui va transmettre les adresses. Donc, c'est de la DGEFP que partent toutes ces informations. Autre élément important, il n'y a qu'une ligne par organisme et par NDA. Donc, si vous êtes multisite, c'est le NDA et le SIRET correspondant qui vont apparaître. Les sites, eux, apparaissant par contre sur vos certificats. Et si je souhaite modifier certaines de ces informations qui apparaissent sur la liste, comment je dois faire? Alors là aussi, il y a des questions qu'on a pu avoir, que comment puis-je modifier des informations sur mon organisme de formation? Que se passe-t-il si les informations sont erronées sur cette liste de la DGEFP? Eh bien là, 2 éléments de réponse. D'une part, vous avez l'application Mon Activité Formation qui vous permet de mettre à jour un certain nombre d'informations. Et vous avez donc d'une part le lien URL ici. Et il y a également, depuis le 1er avril, le gouvernement a mis à disposition un document qui s'appelle « Actualisation des informations de votre organisme de formation ». Donc là aussi, vous pouvez le télécharger. Indicateur 23, toujours veille légale et réglementaire. Et ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que sur les sites du gouvernement, on nous précise que si des informations concernant votre certification Calliope
vous semble erroné, vous devez contacter l'organisme certificateur. De qui s'agit-il? Pour le coup, il s'agit de l'ISQ. Mauvaise pioche pour autant, car à ce jour, nous n'avons aucun pouvoir de modifier cette liste, si ce n'est d'informer la DGEFP par mail que vos informations sont erronées, avec une date de prise en compte de ces mails qui peut être très variable. Alors, on a eu quelques bugs en début d'année, mais on constate une nette amélioration quand même. Oui, il y a une nette amélioration par rapport à tous les dysfonctionnements qu'on a pu observer, soit sur les prises en charge auprès des OPCO, sur l'appli Keros, sur mon compte formation. Par contre, ici, vraiment de vous inciter à avoir un réflexe. Si vous ne deviez pas apparaître ou si vous pensez ne pas apparaître sur la liste des organismes certifiés, la première recherche et la clé d'entrée, j'insiste, c'est le NDA. Donc, allez voir la liste des OF certifiés et faites une recherche par NDA. Si vous êtes dessus, c'est que c'est bon. Si vous êtes dessus et que certains OPCO vous disent ne pas vous trouver, là, il faut vous rapprocher de l'OPCO et leur transmettre peut-être le bon fichier. Peut-être ne vont-ils pas chercher au bon endroit. Nous savons aujourd'hui que les OPCO ont du mal à aller regarder systématiquement cette liste, puisque bien évidemment, ils ont une multitude de demandes de prise en charge. Ils ne peuvent pas les vérifier à chaque cas et leurs systèmes ne sont pas forcément mis à jour d'une façon quotidienne. Maintenant, nous aimons savoir quelles sont les obligations de l'ISQ au propos du numéro de SIRET. C'est vrai que là aussi, une nouvelle question qui est souvent revenue. Pourquoi est-ce que nos numéros de SIRET n'apparaissent pas, surtout lorsqu'on est multisite? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, l'ISQ respecte l'article 1 de l'arrêté du 6 juin 2019, qui nous précise bien quelle est en tous les cas la norme. La norme internationale précise que nous devons communiquer sur un certificat la raison sociale, la portée de la certification, donc ce sont les catégories pour lesquelles vous êtes certifié, les adresses des sites, mais pas les SIRET, les adresses des sites, le début de validité, de fin de validité et le nom de l'organisme certificateur, à savoir l'ISQ. Donc il est vrai que les textes de loi n'imposent pas d'apposer les numéros de SIRET, donc c'est pour cette raison qu'ils ne figurent pas sur vos certificats. Merci Marc. Et que se passe-t-il si la remontée des informations est bloquée? Alors, qu'est-ce que veut dire bloquer? Ça veut dire que lorsque, à 16 heures, l'ISQ va transmettre de façon automatisée au ministère les informations, le traitement va en fait rejeter un ou plusieurs prestataires. Généralement, c'est à peu près à 95% lié à un problème de NDA. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez toujours votre certificat avec vous, vous pouvez toujours le présenter aux OPCO, bien évidemment, et aux autres financeurs publics. Pour autant, le jour où la DGEFP rejette votre NDA pour quelque raison que ce soit, vous disparaissez automatiquement en fait de la liste officielle des organismes certifiés. Nous veillons à ça tous les jours. S'il y a un problème, nous vous contactons le jour même ou le lendemain par téléphone. À défaut de vous joindre par téléphone, et quand bien même on vous joigne par téléphone, on vous notifie par mail qu'il y a eu un problème de remontée d'informations de votre NDA. Et là, vous avez un délai de 2 mois qui vous est accordé pour régulariser la situation avec la DRETS en général. Si au bout de 2 mois, vous n'avez pas réussi à réactiver votre NDA, là, vous risquez en fait une suspension de votre certification avec un nouveau délai de 2 mois pour corriger le tir. Et si au bout de 2 mois supplémentaires, soit un total de 4 mois, vous n'avez pas réussi à réactiver et ou obtenir un nouveau NDA, à ce moment-là, le certificateur est tenu de prononcer le retrait de votre certification. J'ai envie de dire suspendu ou retiré, ça ne change rien car vous avez disparu du fait du ministère dès le premier jour où ça a été rejeté. Très bien, merci Marc pour ces informations. Maintenant, parlons du BPF. On est en plein dedans. Pourquoi est-il important cette année de bien remplir son BPF? Oui, là aussi, on a toujours laissé ici qu'une seule source d'information qui est le fameux document téléchargeable depuis le site de Centrinfo. Vous avez également un petit manuel qui est téléchargeable depuis le site du gouvernement sur comment remplir mon BPF en ligne.
C'est essentiel. Si vous ne remplissez pas votre BPF ou si vous faites un BPF que l'on appelle à zéro, à savoir qu'il n'y a pas d'activité de formation, l'ADRETS prononcera la caducité de votre NDA. Il y a généralement en fait une campagne de caducité qui a lieu au mois d'octobre-novembre, et à cette période-là, eh bien, en fait, tous les NDA pour lesquels il n'y a pas eu de déclaration ou pas d'activité vont sauter, et vous sauterez de fait de la fameuse liste. Donc, bien sûr, à ne pas oublier, vous devez remplir votre BPF avant la fin du mois de mai. Alors, bien, je vois, oui, c'est vrai que j'ai fait travailler Raphaël. On vous avait donné un premier panorama en fait des certifiés en date du 9 mars. Raphaël a retravaillé sur la liste publiée par le gouvernement donc hier, en date du 17. Alors, quelles sont les évolutions, que ce soit les NDA, les certifiés, Raphaël? Exactement, Marc, hein, comme tu l'as dit, j'ai repris la liste de la DGEFP qui était en ligne donc, sur leur site internet hier. Ce qu'on a pu constater entre la liste d'hier et du 17, donc il y a à peu près 2 mois, on a vu une augmentation de 4406 nouveaux NDA actifs. Donc la liste de NDA s'est rallongée et on constate qu'il y a eu 4500 prestataires qui ont été certifiés Calliope lors des 2 derniers mois, qui représente une augmentation de 12% par rapport au nombre de certifiés d'il y a 2 mois. On constate également que la masse de certifiés Calliope dans tous les NDA actifs est de 32%, donc on est sur un gros tiers, un tiers. Nous sommes également allés chercher les infos pour savoir quel type de certification avaient les prestataires, si c'était des certifications sur une catégorie, 2 catégories, 3 catégories. Et donc, on peut voir que ce qui domine le marché, ce sont des certifications à une catégorie. Et après, plus on a de catégories, plus ça descend. Et on constate qu'on a quand même 487 organismes de formation qui sont certifiés pour les 4 catégories d'action. Très bien, donc ça progresse toujours. Nous allons peut-être bientôt franchir, ou d'ici la fin du mois de juin, les 40 000. Je ne sais pas si on atteindra les 50 000 soi-disant data dockés d'il y a 2 ans. Affaire à suivre. On fera le point, je pense, plutôt à la rentrée, donc sur le mois de septembre. Et après, concernant les régions, alors quelle est notre cartographie française? Alors, on a souhaité également regarder au niveau des régions comment étaient repartis les organismes de formation certifiés Calliope. Ce qu'on peut constater, c'est que c'est l'Île-de-France qui est en tête du peloton, avec pratiquement 2 fois plus que son suivant, l'Auvergne-Rhône-Alpes, donc dominé par Paris et Lyon, les grandes métropoles. On a ensuite l'Occitanie, le PACA qui se suivent. Et puis on a également dans les DROM-TOM la Réunion qui possède 520 organismes de formation certifiés Calliope. La Guadeloupe, 2 fois moins, 275. La Corse également, 139. Donc, on peut voir que le Calliope est réparti dans tout le territoire français, et même outre-mer. Très bien. Et à noter côté ISQ que nous avons des certifiés sur l'ensemble des régions qui figurent sur ce tableau et cette carte de France. Deuxième partie, alors à qui on s'adresse? Alors Marc, à qui s'adresse cette seconde partie? Je voulais changer, il n'a pas envie. Eh bien, en fait, on s'adresse à qui? À tous les certifiés, bien sûr, avec l'audit de surveillance. Alors que vous ayez bénéficié d'un audit aménagé, d'un audit complet initial, ou que vous ayez bénéficié entre-temps aussi d'un audit d'extension de site et ou de catégorie. Donc, c'est vrai que là-dessus, on va être quand même plutôt sur les certifiés, mais c'est valable pour tous, bien évidemment. Et alors, Marc, l'audit de surveillance, est-il plus difficile ou plus facile que l'audit initial? Alors, on va se mettre dans la peau des prestataires que nous auditons, et peut-être que sur le prochain webinaire, on pourra parler de notre ressenti d'auditeur sur la conduite d'un audit de surveillance autour d'une demi-journée. Ceci dit, potentiellement, il faut faire quand même quelques points de vigilance. Il ne faut pas non plus avoir trop confiance en soi. Ce n'est pas parce que je suis certifié que c'est gagné. Donc, il y a quand même certaines, précautions et préparations à avoir.
quand bien même on soit sur un audit de surveillance. Et donc là, on est pour contrôler que vous êtes toujours en capacité de répondre aux attendus de la norme. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est qu'un certain nombre de prestataires vont être audités sur des indicateurs sur lesquels ils n'ont pas encore été audités. Typiquement, si vous avez été nouvel entrant initialement, eh bien, on va vous auditer sur l'indicateur 22 et le 32 qui n'avaient pas été audités. Si vous avez bénéficié d'un audit aménagé, là aussi, il y a de très nombreux indicateurs qui vont s'ouvrir à vous. Et donc là, il se peut que ce soit une certaine découverte. Et par expérience, pour les premiers audits de surveillance menés, j'ai pu voir personnellement que certains avaient découvert certains indicateurs quasiment le jour de l'audit. Après, gardons l'esprit aussi que les auditeurs maîtrisent quand même mieux le référentiel aujourd'hui, ce qui peut peut-être faire qu'il y ait une exigence, on va dire, à défaut d'être accrue, mais une exigence qui sera réelle. On peut faire attention aussi que les prestataires aient bien pris en compte l'évolution du guide de lecture. Je vous rappelle qu'on est bien toujours sur la V7, il n'y a pas eu d'évolution, ce qui était aussi une des questions qu'on nous a posées. Et surtout, le temps est court. Beaucoup d'audits sont sur une demi-journée. Une demi-journée, c'est à peu près 5 minutes par indicateur. Donc là, il y a l'enjeu de l'accessibilité de l'information, de la rapidité par le prestataire de trouver en fait les éléments de preuve qui vont être demandés. N'oublions pas le risque technique aussi avec la modalité distancielle. Un audit à distance, nous vous invitons à le réaliser depuis vos locaux, sauf à ce que vos locaux soient chez vous, parce que s'il faut aller scanner en urgence en document, il est plus facile de le faire lorsqu'il est accessible dans vos locaux que depuis chez vous. Bien évidemment, la demi-journée n'étant pas extensible, ça va de soi. Merci Marc pour ces infos. Petite question pratique, je souhaite réaliser un audit d'extension. Est-il plus judicieux de le faire avant ou après mon audit de surveillance? Alors là, pas de règle. On a mis un exemple, c'est toujours le même exemple, avec une extension de CFA pour un organisme qui était certifié sur la formation. On s'aperçoit que si je fais l'extension et la surveillance, je suis à 4 jours et demi. Si je fais la surveillance et l'extension, je suis là à 4 jours. Sur cet exemple-là, il semblerait plus pertinent de faire une extension de catégorie à l'issue de l'audit de surveillance. Maintenant, un seul et unique conseil ou invitation, sollicitez l'ISQ avant de prendre une décision pour que vous puissiez prendre la bonne décision avec les informations pertinentes. Là aussi, c'était des questions récurrentes. Est-ce qu'il faut le faire avant, après, pendant? Eh bien, en fait, la réponse c'est appelez-nous et on pourra vous faire les calculs des différentes hypothèses pour que vous puissiez décider. Et quand faut-il le programmer, cet audit de surveillance? Alors, programmer, il y a toujours, bien sûr, nous le savons, les certifiés de 4 ans, les certifiés de 3 ans, avec des délais différents. Ce que nous savons, c'est que la plupart des certifiés 2020 vont être et bénéficier de l'audit de surveillance en 2022. Un certain nombre des certifiés 2021 aussi. Ce que nous observons surtout, c'est qu'il y a beaucoup de demi-journées. Et ce que nous savons d'ores et déjà, c'est que le deuxième semestre est chargé et que potentiellement le premier trimestre 2023 va être aussi très, très chargé. Et donc, quels sont les différents enjeux des deux périodes différentes qu'on a entre 3 ans et 4 ans? Alors, c'est vrai qu'on nous a remis de façon synthétique ici quels sont les délais. Donc, les certifiés 2019-2020, 4 ans de certification entre le 14e et le 28e mois. Pour les 2021 et années suivantes, 3 ans de certification, audit de surveillance à mener entre le 14e et le 22e. Et on a ici, après, ajouté deux nouvelles slides pour essayer de bien comprendre les enjeux du timing, en fait. Alors, montre-nous cet exemple d'un certifié sur 4 ans. Alors, certifié sur 4 ans, on a pris un exemple très concret. J'ai obtenu ma certification le 15 janvier 2020. Je sais que je devrais bénéficier de renouvellement au 15 janvier 2024. Je peux potentiellement réaliser mon audit de surveillance au plus tard le 15 mai 2022. Et sachant que pour le renouvellement, il faut prendre en compte malgré tout la possibilité d'avoir des non-conformités majeures avec un traitement défini par la loi de 3 mois maximum. Donc, il faudrait réaliser idéalement son audit de renouvellement au mois d'octobre 2023. C'est vrai que si on tire au maximum sur l'audit de surveillance, eh bien, vous devriez bénéficier en fait de 17 mois de tranquillité.
Et on va s'apercevoir que pour ceux qui ont que 3 ans, eh bien, malheureusement, la période de tranquillité va être plus courte. Donc là, je suis certifié depuis le 15 janvier 2021. Je dois avoir un renouvellement qui intervient avant le 15 janvier 2024. Donc la borne finale, c'est la même pour les deux. Par contre, 14, 22e mois, ça veut dire que mon audit de surveillance devra être réalisé au grand plus tard le 15 novembre, mais c'est surtout que je vais sûrement devoir mener mon audit de renouvellement au mois d'octobre, et que si vous tirez trop la corde à faire l'audit de surveillance le plus tard possible, eh bien vous risquez d'être confronté à devoir bénéficier, subir, vous mettez le verbe que vous voulez, eh bien en fait 2 audits en moins d'une année. Donc c'est pour cette raison que nous vous incitons depuis le début de nos webinaires à ne pas tarder à programmer les audits de surveillance. Faites-le le plus vite possible. Si vous attendez la dernière échéance, et c'est votre droit, on ne pourra pas vous contraindre à faire autrement, mais sachez que vous allez vous imposer en fait 2 audits en une seule année. Donc, à vous de voir si c'est pertinent ou pas. Pertinent d'un point de vue de la charge de travail et pertinent aussi dans le lissage peut-être des coûts d'audit. Et donc, qui prend contact avec qui pour démarrer cette audit de surveillance? Alors aujourd'hui, la règle veut que l'ISQ prenne contact avec ses certifiés au 11e mois pour les informer que eh bien, la période de 14 mois à 22 mois va commencer incessamment sous peu. C'est une prise de contact par mail sans nouvelles de votre part. Un mois après, il y a un mail automatisé vous disant « Attention, le 14e mois arrive. Si pas de nouvelles de votre part, on vous renvoie un mail. » Et si au bout de 3 sollicitations par mail, on n'a pas de retour, là, bien sûr, on va prendre le téléphone et on va vous solliciter. L'objectif étant, en fait, bien évidemment, c'est non pas tant de réaliser l'audit. L'urgence aujourd'hui pour l'ensemble des certifiés, c'est de programmer l'audit de surveillance. Si vous souhaitez programmer l'audit avant même qu'on vous ait sollicité, vous pouvez bien évidemment nous solliciter en direct, et là, on activera le process d'une façon individualisée. En fonction des évolutions que vous nous communiquerez, il se peut qu'on ait un petit peu d'administratif avec eh bien, un avenant, éventuellement des choses comme ça à faire avant l'audit de surveillance. Et quel est le process de réalisation de cet audit de surveillance? En fait, il est relativement classique et c'est ce qu'on nous demande souvent. Est-ce que ça va changer par rapport à l'audit initial? Pas tant que ça. La seule chose qu'il y a en plus par rapport à l'audit initial, c'est l'analyse de risque, puisque lorsqu'on vous sollicite pour programmer l'audit de surveillance, on va vous demander de nous communiquer un certain nombre d'informations que nous verrons juste après. En fonction de ces informations, nous allons mener une analyse de risque. En gros, est-ce que les évolutions que vous partagez avec nous pourraient nous faire penser qu'elles pourraient influencer négativement votre capacité à maintenir votre certification? Mais sinon, vous allez toujours avoir en amont la prise de contact de l'auditeur, un test de connexion s'il est réalisé à distance, il y aura toujours un plan d'audit qui va vous être soumis et la réalisation de l'audit. Donc là-dessus, ça ne change pas de ce point de vue-là. Et quelle est la modalité de réalisation de cet audit? Là aussi, slide revisité depuis le dernier webinaire. La loi nous disait très clairement, si l'audit initial a été réalisé en présentiel, eh bien l'audit à distance peut être réalisé en distanciel. Nous laissons par contre ici la possibilité aux prestataires qui ne se sentiraient pas à l'aise avec un audit à distance de nous demander de convertir le distanciel en présentiel. Ça, c'est possible. Par contre, si l'audit a été réalisé à distance du fait du confinement, eh bien là, on ne peut pas avoir l'audit de surveillance à distance. Il est impérativement réalisé en présentiel. Ça, il n'y a pas de dérogation possible aujourd'hui prévue par les textes de loi, qui était aussi une des questions qui était assez récurrente. Est-ce que je peux avoir quand même mon audit de surveillance à distance? Eh bien non, s'il a été réalisé à distance à l'initial, vous ne pouvez pas en bénéficier lors de l'audit de surveillance. Et comment connaître la durée de l'audit si mon périmètre n'a pas changé depuis l'audit initial? Là aussi, question récurrente, hein, comment calculer la durée de l'audit? Mais en fait, j'ai envie de dire que vous connaissez déjà à périmètre constant, à savoir que le périmètre constant, qu'est-ce que c'est? C'est s'il n'y a pas eu d'évolution majeure, pas d'extension de site, pas d'extension de catégorie,
depuis votre audit initial, la durée était déjà précisée dans le devis qui vous a été transmis, voire peut-être même dans le contrat. Donc, vous avez déjà connaissance de cet élément et nous vous rappelons que nous ne pouvons pas vous solliciter pour une mise à jour de votre BPF. Donc, si votre chiffre d'affaires a diminué et ou a augmenté, eh bien, il n'y aura pas de réévaluation de la durée. Donc, une explosion de votre chiffre d'affaires ne vous pénalisera pas pour une durée plus importante et une baisse de votre chiffre d'affaires ne va pas vous avantager pour avoir une diminution de la durée. On reprend le BPF qui était transmis lors de l'audit initial et pour les nouveaux entrants, eh bien, c'est la même chose. On n'a pas à demander le BPF du nouvel entrant, même après sa première année d'exercice, qui était là aussi une des questions qui nous était posée. Et donc, si au contraire, pour les multisites, comment ça se passe, Marc? Alors, pour les multisites, il est vrai qu'il y a eu une clarification, c'est-à-dire que la règle de la racine carrée pour les multisites ne s'applique pas sur le lead de surveillance, donc on ne va pas aller voir plusieurs sites dépendant de la racine carrée du nombre de sites total. On va aller auditer un seul site. Et ce site sera un site qui n'a pas été audité lors de l'audit initial. Donc ça, c'est la règle et c'est la loi qui était aussi une question récurrente. Quel site allons-nous auditer lors de l'audit de surveillance? C'est un site qui n'a pas été audité lors de l'audit initial, avec potentiellement quelques aménagements si eh bien, l'ensemble des sites ne sont peut-être pas des sites de prestations en tant que tels, et ou si certains sites ne reprennent pas l'ensemble des catégories d'actions certifiées. Donc là, il se peut qu'il y ait discussion avec le certificateur. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que nous serons, nous, tenus de pouvoir justifier une décision d'aller peut-être auditer un site déjà audité auprès du COFRAC, et donc on va devoir pouvoir tracer notre prise de décision sur cette dérogation. Très bien, Marc. Et si, au contraire, mon périmètre a changé depuis l'audit initial, quelle sera la nouvelle durée? La durée va bien évidemment dépendre en fait essentiellement de l'extension de catégorie. Donc là, eh bien, de toute façon, il y a un avenant qui va être rédigé et il y aura un impact sur la durée. La durée sera que recalculée et vous sera reprécisée. On ne peut pas apporter de réponse générique à ce cas-là, parce que bien évidemment, c'est au cas par cas et tout va dépendre de l'activité, de l'importance, du nombre de sites et ou de catégories de chacun des certifiés qui se trouverait dans cette situation. Et qui va venir nous auditer? Là aussi, question récurrente, bien évidemment, comme on l'a dit souvent, on aimerait, et ça reste un vœu, que ce puisse être l'auditeur initial. Maintenant, un certain nombre d'auditeurs chez nous à l'ISQ, 3 ont pris leur retraite, tant mieux pour eux, on a encore quelques années devant nous. Après, ce qu'il faut voir également, c'est que c'est peut-être une question de disponibilité et aussi de localisation géographique pour les audits en présentiel qui peuvent être demandés. Donc là, ce sera, je dirais, une réponse au cas par cas, en sachant que côté SQ, on essaye aussi d'internaliser beaucoup d'audits. Donc, je suis un de vos auditeurs, comme Raphaël Pellet, comme Laure et ou Karine, puisque nous sommes 4 salariés sur la 60aine d'auditeurs. Bien, donc vous avez de grandes chances de nous retrouver à travers l'écran ou dans vos locaux. Et que va-t-on nous demander en amont? Tu as parlé d'un formulaire à remplir. C'est vrai que lorsqu'on vous adresse un mail pour vous informer, donc la période approche, ce mail nous envoie sur notre site pour en fait remplir un formulaire et on va vous demander quelles sont les évolutions juridiques, organisationnelles. Faites-vous peut-être appel à la sous-traitance aujourd'hui alors que vous ne le faisiez pas hier et auquel cas ça vous ouvre l'indicateur 27. Est-ce qu'il y a eu des changements matériels? Est-ce qu'il y a des nouveaux locaux, un nouveau plateau technique? Est-ce qu'il y a eu des changements importants au niveau des ressources humaines? Est-ce qu'il y a eu des évolutions commerciales, évolution du chiffre d'affaires? Vous ne faisiez pas de titres RNCP, vous faites des titres RNCP. Et là, comme par hasard ou par enchantement, vous allez découvrir que vous serez audité sur 3 indicateurs sur lesquels vous n'aviez pas été audité, le 3, le 7 et le 16. Donc, ce sont ce type d'informations, en sachant que ces informations seront bien évidemment confirmées ou éventuellement questionnées lors de la réunion d'ouverture le jour de l'audit. Et quels sont les objectifs de cet audit de surveillance? Objectif très simple, hein. Nous sommes là pour vérifier que le référentiel est toujours appliqué, donc que vous êtes toujours en phase avec les attendus de ce fameux référentiel. Pour les multisites, on va aussi vérifier la notion de fonction centrale.
On va accorder une attention particulière aux non-conformités qui ont été constatées lors de l'audit initial. On va aussi, bien évidemment, regarder la mise en œuvre des plans d'action que vous aviez présentés, et surtout pour les non-conformités mineures, puisque les textes précisent bien que nous devons observer la mise en œuvre lors de l'audit de surveillance, qui était aussi une question qui venait. Donc, c'est à peu près, ce sont ces éléments que nous allons en fait travailler et regarder. Très bien. Alors, quel est l'impact de la durée sur mon audit de surveillance? Tu as dit qu'il y aura beaucoup de demi-journées. Quel va être l'impact? Bon, beaucoup de demi-journées, en sachant que, d'après les textes de loi, là aussi, si vous êtes certifié à moins de 750 000 euros de chiffre d'affaires au BPF sur la formation, la VAE et le bilan de compétences, c'est une demi-journée. Donc, si vous êtes certifié sur les trois, ça fait potentiellement 74 indicateurs observés en une demi-journée, soit 2 minutes 30. Pourquoi est-ce que je vous dis 74 indicateurs? En fait, vous avez un indicateur, les indicateurs pour chacune des catégories. Et la DGEFP nous a confirmé tout début mai que l'audit de surveillance, qui était aussi une question récurrente que vous nous aviez adressée, l'audit de surveillance porte bien sur l'ensemble des indicateurs applicables. Nous ne pouvons pas en fait exclure des indicateurs lors de l'audit de surveillance. Et donc, au final, qu'est-ce qui sera audité, Marc? En plus de ce que, en gros, c'est ce qu'on a un petit, mais il faut tout répéter 4 fois, ce qui est important. L'ensemble des indicateurs, les non-conformités, les plans d'action, bien évidemment, l'usage du logo et de la marque Calliope, ça va de soi, et tous les indicateurs qui n'auraient pas été audités parce que vous étiez en audit aménagé et ou parce que vous étiez un nouvel entrant lors de l'audit initial. Et si j'ai des non-conformités à mon audit de surveillance, comment ça va se passer? Eh bien, en fait, pas de surprise. Là aussi, c'est exactement le même process qui existait lors de l'audit initial. Vous avez 3 mois pour les non-conformités majeures, 1 mois pour les non-conformités mineures. Point important, nous vous rappelons qu'une non-conformité mineure détectée lors de l'audit initial, si elle est une nouvelle fois observée lors de l'audit de surveillance, elle est automatiquement en fait majorée et devient une non-conformité majeure, pour laquelle vous aurez donc 3 mois pour présenter votre plan d'action et surtout, cette fois-ci, démontrer sa mise en œuvre. Alors maintenant, je vais repasser la parole à Raphaël, spécialiste logo. Alors, le logo, Raphaël, sur quoi peut-on nous appuyer pour savoir comment l'utiliser? Alors, nous appuyons, nous, organismes certificateurs et vous certifiés, sur la charte d'usage de la marque de garantie Calliope. Car nous sommes, en tant qu'organisme certificateur, tenus de vérifier que nos certifiés utilisent correctement le logo Calliope tout au long de leur cycle de certification. Pour cela, nous avons 2 méthodes. Soit lors de l'audit de surveillance, l'auditeur va venir vérifier sur vos supports plutôt papier, je dirais, des supports que nous pouvons voir en amont sur le site internet, par exemple, et il va regarder donc plus en détail ici. Par malheur, vous avez mis le logo Calliope là où vous ne devez pas le mettre. Le deuxième moyen, c'est les contrôles aléatoires. On va sur votre site internet et on vérifie si vous utilisez ou non le logo, et si vous l'utilisez, est-ce que votre utilisation est conforme à cette charte d'usage. Ensuite, on vous invitera donc à vous mettre en conformité et donc voilà. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'on voit beaucoup de logos, mais quelquefois, avec quoi il doit se promener le logo? Alors, le logo doit se promener avec le bandeau Marianne République française. Déjà, et quoi d'autre? Exactement, et avec la petite phrase qui détaille pour quelle catégorie d'action. Alors, comme on a vu plus tôt lorsqu'on vous a présenté les chiffres, on a des organismes qui sont certifiés juste Calliope Action de Formation, alors que d'autres ont le Calliope Full Package avec les 4 catégories d'action. Donc, il est important de préciser pourquoi vous êtes Calliope. Parfait, donc on sait bien le logo avec la Marianne, ça c'est le dernier né, bon ça remonte à décembre, et avec la phrase qui précise quelles sont nos catégories d'action. Alors, vérification ici, quelques exemples, bon et pas bon. Alors, donc à gauche, pas de phrase, donc pas bon. Et à droite, la phrase, on a plusieurs typographies, on a sur fond noir, sur fond blanc, en italique, en gras. Là-dessus, il n'y a pas de souci, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. C'est pour ça que l'ISQ vous transmet le logo sans les catégories d'action précisées. Et en synthèse?
Et donc, en synthèse, sur quoi j'ai le droit de mettre mon logo Calliope? Donc, le site internet en page d'accueil, en pied de page ou dans un onglet dédié, dirait qui sommes-nous, notre démarche qualité, toujours en précisant les actions certifiées. Sur un catalogue qui reprend toute votre activité, pareil, vous avez le droit de le mettre de première page ou dernière page, comme vous le souhaitez. Si vous faites des diaporamas pour répondre à les appels d'offres, et bien pareil, vous pouvez indiquer dans ce diaporama que vous êtes certifié Calliope. Ensuite, par des affiches ou des brochures, ce qu'on entend par affiche ou brochure, donc c'est des supports de communication qui mettent en avant votre organisme et son mode de fonctionnement, et également sur une signature de mail ou une carte de visite, mais toujours en précisant les catégories d'action. Donc, je sais que ça peut faire petit, mais c'est obligatoire de mettre cette phrase. Et là où vous n'avez pas le droit, c'est donc sur les plaquettes de formation. Ce qu'on entend par plaquette de formation, donc c'est un support qui va décrire la formation, prendre la parole en public, qui va durer 8 heures, qui va coûter tant. Sur ce genre de support, on n'avait pas le droit d'utiliser, car c'est un document lié uniquement à une action de formation. Par extension, tout ce qui est donc devis, contrat, convocation, convention, feuille de présence, tout ça sont des éléments qui vont être liés ensuite à une seule action de formation, donc on ne peut pas utiliser le logo dessus. Et pour la question du papier en tête, c'est compliqué de savoir ensuite si le papier il est vierge, donc pour l'instant il n'y a pas de souci, mais si par la suite on se retrouve avec une convocation à une formation sur ce papier, ben là on se retrouve avec un papier non conforme. Donc le papier en tête, c'est plus compliqué. Alors, Raphaël, si jamais lors de l'audit de surveillance, qui était aussi une de nos questions, des questions que nous avons reçues, l'auditeur constate en fait une utilisation erronée du logo et de la marque Calliope, que se passe-t-il? Alors, l'auditeur va rédiger une fiche de non-conformité où il va préciser qu'est-ce qui n'était pas conforme, est-ce que c'était la bonne version, est-ce qu'il manquait les catégories d'action, est-ce qu'il l'a retrouvé sur un document où il n'était pas censé se retrouver. Par la suite, vous allez devoir nous transmettre des éléments donc, de mise en conformité. S'il manquait les catégories d'action, c'est de nous démontrer que maintenant, votre logo fait apparaître les catégories d'action. S'il l'a vu sur un contrat, nous montrer le nouveau modèle de contrat donc sans le logo. Et donc ensuite, on vous enverra la fiche de non-conformité pour y répondre et vous avez un délai d'1 mois pour nous transmettre les éléments. Et en autre question aussi que nous a posée, je devance peut-être des questions que Benjamin pourra partager, mais si je ne corrige pas l'utilisation du logo dans les 30 jours impartis que tu viens d'évoquer, qu'est-ce qui risque de se passer pour le certifié? Alors, vous risquez une suspension de votre certification Calliope jusqu'à ce que le logo soit conforme à la charte graphique. Donc, j'insiste là-dessus, c'est une information qui pour moi est quand même essentielle et importante. Avec une utilisation erronée de la marque et du logo Calliope, vous risquez quand même, à défaut de correction dans un délai de 30 jours après la notification, vous risquez une suspension. Donc, une suspension, ça veut dire que l'organisme n'apparaîtra plus sur la liste des organismes certifiés du ministère. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère et ce n'est pas simplement un petit logo que je peux mettre à droite et à gauche. C'est quand même, les conséquences sont importantes. Proportionné ou disproportionné, je vous laisse apprécier, mais en tous les cas, les conséquences sont clairement identifiées. On va arrêter le sondage. Alors, est-ce qu'on peut le partager? Qu'est-ce qui aujourd'hui semble intéresser nos connectés? Arriverait en tête RGPD, magnifique, ERP sécurité, droit à formation et droit à la consommation. C'est vrai qu'il y a pas mal de petits clins d'œil sur l'affichage des prix qu'on pourrait traiter. Droit de propriété intellectuelle, oui, c'est vrai qu'un certain nombre de formateurs internes et externes produisent du contenu, très bien, et assurance RC Pro un petit peu moins. Et pour autant, l'assurance des dirigeants peut être relativement intéressante. Parfait. Écoutez, nous allons faire en sorte de pouvoir séquencer tout ceci lors de nos prochains webinaires. Donc, il y aura a priori une thématique une fois par mois avec un expert. Idéalement, c'est ça. Voilà. Alors, et nous a toujours le support technique de Benjamin. Je vous rassure, il y aura un petit post LinkedIn. Vous le verrez en photo ce soir. Il existe. Si, c'est vrai. Suivez LinkedIn. On parlera de la régionale de Lyon et de notre webinaire d'aujourd'hui.
Marc, Raphaël, comme d'habitude, pas mal de questions. On n'aura pas le temps, comme d'habitude également, de toutes les traiter. Je me répète, mais je vous rappelle que sur le site internet de l'ISQ, sur la page Calliope, vous retrouvez notre FAQ qui traite notamment de façon assez complète de l'utilisation du logo Calliope. Donc pour ces questions-là, vous pouvez vous reporter. Et puis pour toute autre question, vous pouvez également consulter cette FAQ. Je rappelle également que le support du webinaire vous sera adressé d'ici fin de semaine, que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube l'ensemble des rediffusions des précédentes éditions de nos webinaires et vous retrouverez également le webinaire de ce jour d'ici quelques jours également. Alors, pour les questions, je vais commencer par les plus générales et on rentrera un peu plus dans le détail. Donc, une première question qui a déjà été abordée. Est-il prévu une nouvelle version du référentiel national qualité en 2022 ? À ce jour, non. Laissons le temps au gouvernement de s'installer, au ministre d'être nommé. Attendons les législatives et nous verrons quelles sont les intentions et aux priorités fixées par le ministère du Travail à partir, on va dire, de l'été ou de la rentrée. Très bien. On nous demande s'il y a un CV normé Calliope. C'est une question intéressante. Moi, ce qui m'intéresse derrière, c'est qui aurait pu laisser penser qu'il y a un CV normé. Non, il n'y a pas de CV normé. Maintenant, en réponse à la question, il est vrai qu'un CV faisant apparaître les compétences de vos intervenants internes et ou externes, ainsi que leur démarche de formation et de développement de compétences, pourrait être un CV à la forme avantageuse. On va dire ça comme ça, sans conseil. Très bien. Je rentre un peu plus sur l'audit de surveillance avant de rentrer sur les questions qui sont spécifiques aux indicateurs. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les traiter. Ouais. Alors, on nous parle de rapport d'audit et on nous demande si il est prévu d'avoir un rapport d'audit à l'issue justement de l'audit de surveillance. Alors, grande évolution côté ISQ. Il est vrai que depuis les audits de surveillance, et on teste encore un nouveau modèle de rapport, en tous les cas, côté auditeur. Donc, l'ISQ s'est engagé à transmettre aux certifiés à l'issue de tous les audits, d'ailleurs, le rapport d'audit, en sachant que le rapport d'audit ne fera jamais état que de l'ensemble des éléments de preuve observés et pris en note, rien de plus, mais l'idée c'est que vous puissiez voir pour chacun des indicateurs quels sont les éléments de preuve qui ont pu concourir à votre conformité. Pour ceux qui auraient bénéficié d'un audit initial et pour lesquels ils n'auraient pas reçu le rapport d'audit, nous essayons de faire aujourd'hui, on essaye de rattraper le temps perdu, donc d'adresser en même temps que la programmation de surveillance, le rapport de l'audit initial, et vous pouvez bien évidemment nous solliciter pour qu'on puisse vous l'adresser, mais c'est devenu une règle à l'ISQ aujourd'hui. Ok. Alors, en parlant d'indicateurs, on a déjà répondu, mais on va remettre un petit point là-dessus. Sur quel indicateur, nous demandons, porte l'audit de surveillance? Donc, tous les indicateurs. Tous. Voilà. Donc, que ce soit bien clair, comme ça, au moins, c'est fait. On nous pose une question un peu plus spécifique sur donc un OF qui sera en train de refondre son SI, son système d'information. Est-ce que cela peut être pris en compte et est-ce que c'est pris en compte dans l'audit de surveillance? Donc j'imagine que, je présume que la personne nous demande en fait si le fait que le système d'information soit en cours de refonte, est-ce que ça peut être un élément qui peut être vecteur de non-conformité ou... C'est très, très compliqué de répondre sans avoir en fait un peu de détails. Ce qui est sûr, c'est que lors de l'audit, vous devez avoir la possibilité de présenter l'ensemble des éléments de preuve demandés par l'auditeur. Donc, si une refonte de votre système SI fait que un certain nombre de dossiers ont été perdus et ou sont inaccessibles, là, vous pouvez potentiellement vous mettre en danger. Oui. Ok, très bien, merci Marc. Alors, toujours un peu dans cette perspective, on nous demande, en fait, rapport avec le référent handicap, qui a démissionné malheureusement, le poste est toujours vacant, mais les actions ont bien été déployées. Donc, comment justifier son absence en fait à l'auditeur? Et est-ce qu'il y a besoin de justifier son absence?
Alors, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, le référent handicap, c'est une obligation pour les centres de formation par apprentissage. Donc, c'est l'indicateur 20. Donc là, c'est-à-dire qu'au-delà de Calliope, c'est que si vous n'en avez pas, c'est que vous ne respectez pas la loi, au-delà de Calliope. Donc ça, c'est déjà un premier point. J'ai pu voir que certains accompagnateurs, j'imagine à grands frais, précisent qu'il faut un référent handicap dans les organismes de formation. C'est faux, c'est bien, ce sont les centres d'apprentis. Que vous en ayez un en plus pour un temps de formation, très bien. Donc là, après, il faudra expliquer, peut-être présenter quel est le processus. Est-ce qu'il y a un processus de recrutement en cours? Il faudra expliquer un petit peu la situation, en sachant que s'il ne devait pas y en avoir, que ce soit de l'apprentissage, on pourrait notifier, ou on devrait notifier de non-conformité, mais après, vous avez 3 mois pour finaliser le recrutement. Ok, parfait. Très bien, merci Marc. Et moi, je vais vous laisser. Je dois partir malheureusement, mais je vous laisse entre bonnes mains, Raphaël. 1000 merci. On se retrouve au mois de juin. Belle poursuite et à très vite et à bientôt, Lyonnais. Merci, Marc. Oui, Marc. Raphaël, j'ai encore une petite question qui concerne l'indicateur 10, alors, qui a été posé en fait sous 2 formes différentes. Une qui est côté prestataire et une qui est côté organisme de formation. Donc, un organisme de formation nous demande jusqu'où doit aller la traçabilité de l'adaptation du parcours de formation. En gros, et d'ailleurs, ce n'est pas l'indicateur, pardon, je me suis trompé dans mes questions, autant pour moi. On revient. Indicateur 27. Quelles sont les preuves attendues en cas de formation sous-traitée par des formateurs indépendants? Tout dépend de ce qui a été contractualisé entre vous et le sous-traitant. Après, l'important donc, du 27, on peut prendre une charte Calliope que vous avez fait signer à vos formateurs. Ce qui est important également, c'est que l'indicateur 27 demande aussi également comment vous assurer qu'il respecte les exigences du référentiel. Et donc pour ça, il pouvait avoir les supports pédagogiques, comment est-ce qu'il les crée, comment il s'en occupe, comment est-ce que vous les récupérez, est-ce que vous les validez, est-ce que vous les lisez avant, tout ce genre de choses, quoi. D'accord. Et justement, en fait, toujours par rapport à l'indicateur 27, donc on nous demande, bon, tu as répondu à la question, quels documents peuvent nous demander, donc là c'est un sous-traitant qui nous pose la question, peuvent nous demander les OF quand on est leur sous-traitant, et on nous demande aussi un petit point sur la propriété intellectuelle. Quid de la propriété intellectuelle d'outils qui seraient développés en fait par les sous-traitants et mis à dispo des organismes de formation. Ça, c'est peut-être un petit peu plus pointilleux pour que je puisse vous apporter. Je pense que ça pourrait être un point qu'on pourrait aborder lors de nos prochains webinaires, notamment sur la propriété intellectuelle. Exactement. Très bien. Très bien, très bien. Alors, est-ce qu'on se prendrait encore… Alors, on nous pose la question, alors je digresse un peu, qui n'a pas forcément à voir avec l'audit de surveillance. Est-ce qu'on est obligé de demander une extension de certification pour un nouveau site? Alors oui, vous n'avez pas le droit d'exclure un site du périmètre. Si vous ouvrez un nouveau site ou que vous rachetez un nouveau site et que vous l'ajoutez à votre périmètre et donc il est rattaché à votre NDA, vous êtes dans l'obligation de faire une demande d'extension et de rajouter ce site à votre certificat. Très bien. Merci Raphaël. Alors, ensuite, sur l'indicateur 5, du coup, j'y reviens. On nous dit, notre organisme a défini les objectifs pour chaque formation. Par contre, bon, c'est assez général, nous ne comprenons pas ce qui est attendu comme élément de preuve. Donc, sur l'indicateur 5, est-ce qu'on peut éclairer cet organisme? Alors, sur l'indicateur 5, donc les objectifs sont déjà… Les objectifs ont déjà été définis pour chaque formation. Et en fait, ils ne comprennent pas ce qui est attendu en termes d'éléments de preuve. C'est comment vous avez fait pour adapter les besoins du bénéficiaire. Vous avez identifié les besoins de vos bénéficiaires. Vous en avez donc, normalement, les besoins doivent matcher avec les objectifs
de la formation. Donc, ce qui est important dans cet indicateur 5, c'est de mettre en évidence que les besoins du bénéficiaire sont en adéquation avec les objectifs. Je prends un exemple tout bête, mais s'il souhaite apprendre l'anglais et que pour apprendre l'anglais, vous lui mettez un objectif, un exercice en espagnol, ben ça n'a pas de sens. Il faut démontrer qu'il y a une corrélation entre les objectifs, les besoins et les contenus. C'est le triangle, quoi. Très bien, merci Raphaël. Alors, une question sur l'auditeur qui va venir donc du coup auditer l'organisme de formation. On nous dit la chose suivante: l'auditeur qui va réaliser l'audit de surveillance travaille dans le même secteur d'activité que moi, organisme de formation langue, et sur le même périmètre. Puis-je le révoquer? Oui, vous avez le droit. Vous devez nous faire une demande par écrit, donc par mail ou par courrier, qui, avec pourquoi vous souhaitez refuser cet auditeur, donc là, pour les mêmes raisons que vous venez d'indiquer, vous nous faites un mail et donc on prendra en compte cette demande et on vous mettra un autre auditeur. Vous avez le droit de réfuter l'auditeur, vous nous faire une demande par écrit. Très bien, très bien. Alors, une petite question, il en faut toujours une petite question sur le logo, je pense qu'il viendra clôturer cette session. Alors, on nous dit, nous utilisons le logo seul sous une interview qui a été réalisée par l'ISQ auprès de notre OF sur une page qui évoque Calliope. Est-ce bien conforme? Alors, est-ce qu'il y a les catégories d'action Ce n'est pas précisé, on va dire que oui. On va dire que oui. Est-ce que du coup, le contenu qui est sur cette page, qui est une interview, qui est le logo Calliope dessus, est-ce que ça pose problème ou pas? Non, je ne pense pas. Non, c'est un ancien post, une ancienne interview. Je dirais les points bloquants, c'est comme on a dit, les contrats, les conventions ou les pages d'accueil de sites internet, les choses qu'on voit directement. Si c'est une interview d'il y a 6 mois, un peu cachée, c'est moins problématique. Très bien, très bien, très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette session du mois de mai. Donc, on se retrouvera au mois de juin avec une thématique. Donc, ce sera toujours l'AS en trame de fond avec une thématique qui sera définie justement en fonction de vos retours sur le sondage. Donc, merci d'avoir participé à ce sondage. Ça nous permettra justement d'aiguiller un peu les prochains webinaires pour le mois de juin. Il y en aura également un au mois de juillet. Au mois d'août, on fera une petite pause estivale et on reprendra donc nos webinaires mensuels dès la rentrée de septembre. Voilà, écoutez, merci à toutes et tous de votre participation. Donc, on vous enverra bien le support du webinaire d'ici fin de semaine et vous retrouverez le replay sur notre chaîne YouTube ainsi que tous les replays de tous les webinaires que nous avons déjà effectués. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Merci bonne journée à tous. Merci Benjamin. Au revoir.